Merci de cette opportunité, de DataGouv de donner la parole aussi aux data journalistes. Nous sommes, souvent, des êtres qui, faisons peur. Nous sommes des journalistes qui aimons les tableurs et voilà, nous travaillons dans différentes rédactions pour différentes agences. Là, l'idée qui nous a été, enfin l'opportunité qui nous est donnée là par DataGouv, c'est bien sûr aussi de répondre à vos questions. Je ne sais pas si on aura toutes les réponses, mais c'est aussi de présenter un certain nombre de choses qu'on peut faire avec cette plateforme et puis en toute transparence aussi parce qu'on est toujours, vous savez que les journalistes cherchent toujours ce qu'ils n'ont pas, d'aussi de dire, voilà, sur la plateforme, entre guillemets, ce qui nous manque ou ce qu'on pourrait, améliorer parce que je pense que c'est vraiment un travail de co-construction et on a aujourd'hui, c'est vrai, une équipe de DataGouv qui est, très preneuse des retours et très participative donc on profite de cet état d'esprit. Moi, je suis là au nom de We Do Data, mais je vais juste dire un petit mot sur, data journaux, ce terme, voilà, un petit peu, qui englobe une sorte de groupe assez informel, de data journalistes. Je crois que maintenant, on est presque, je sais plus, 200. Victor, tu vas Un peu m'aider? plus de 300, je crois. Voilà, le chiffre me stupéfait. Voilà et en gros, il y a 300 personnes qui se regroupent, essentiellement sur un groupe Signal, mais il y a également un site internet si vous voulez aller voir où on partage un peu, nos outils, notre veille, sur le sujet. Parce que, voilà, ce qu'on a découvert au fur et à mesure des années et je peux remercier aussi du coup, Victor Alexandre qui est là, qui va présenter du Parisien, Alexandre Lechenet de Politico et Yann Guégan de Contexte. Je les cite particulièrement parce que depuis 10 ans, on essaye d'animer ce groupe, comme je vous disais, assez informel, mais qui est très aidant et je pense surtout très généreux en échange de bonnes pratiques. Voilà, parce qu'on a un métier qui évolue beaucoup sur les 10 années qu'on vient de parcourir en data. Et je crois que l'ouverture de DataGouv, c'était à peu près 2011-2012, donc on a à peu près le même âge. Voilà, sur ces 10-12 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses dans la data, beaucoup de choses dans le data journalisme et on a beaucoup besoin, en fait, entre nous, non seulement de s'auto-former, de s'entraider et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans ce groupe et voilà, dont on est assez fiers, ces échanges de partage de bonnes pratiques et d'entraide entre data journalistes. Du coup, je vais, me permettre d'introduire, en fait, un des sujets qu'on voulait, en tout cas vous présenter. Donc moi, je vais présenter ça avec Denis Vanier, qui se présentera, ensuite et qui, voilà, avec qui on collabore régulièrement. Donc je vais partager mon petit écran parce que, voilà, on fait de la data et c'est toujours plus visuel ou en tout cas ça peut. Wikidata, c'est une agence qui fait du data journalisme et de la data visualisation de manière générale pour des médias et des institutions publiques, ONG, think tank, fondations, voilà. En tout cas, tous les gens qui veulent raconter des données et on est amené, à faire, pas mal de travail en termes de cartographie et souvent, effectivement, on s'associe à Denis et son agence Le Plan Studio, notamment sur ce projet que je voulais vous présenter. Et Denis en présentera un peu les aspects plus data et on va dire les questionnements ou en tout cas les suggestions qu'il a à poser en termes de données. Donc, nous, à We Do Data, ce qu'on aime bien, c'est de trouver la bonne visualisation pour, la bonne data et parfois ça nous engage à, des fois, inventer des visualisations ou inventer des outils de visualisation parce que, on n'arrive pas aujourd'hui à avoir exactement ce qu'on veut ou le rendu qu'on veut ou voilà et ça nous est arrivé, récemment sur, de la cartographie vidéo. Vous savez que la vidéo est un format qui est voilà, je pense qu'on en a tous une très grande appétence, voilà, ça bouge, il y a du mouvement, ça donne vie à la donnée et de la vidéo cartographique jusqu'ici, c'était des outils assez lourds, assez difficiles d'accès avec des licences, assez chères et voilà et ça permettait de faire des très belles vidéos, mais souvent d'ailleurs pour la télé, les documentaires, mais pas très réactifs, pas pour le web, voilà et donc on s'est dit: «Et tiens, si on créait un outil de vidéo, carto 3D?» Donc on a inventé ça, ça s'appelle Ciné Data Map. Vous pouvez le voir sur, notre, site où on raconte un peu, tout ce qu'on peut faire avec cet outil, de vidéo cartographique. Et on peut faire, voilà, tout un tas de types de visualisation, des cartes choroplètes, mais pas mal de cartes avec cette troisième dimension que vous voyez souvent de plus en plus, en ligne, sur le web ou même, effectivement dans des documentaires. C'est ce qu'on appelle des extrusions. C'est-à-dire que la data, la quantité de données à cet endroit-là, eh bien, au lieu de le montrer juste par une couleur, on va la montrer quantitativement par, une évolution en 3D d'une sorte, voilà, de pic de montagne ou de gratte-ciel comme vous le souhaitez.
Et pour ça, quand on crée un outil comme ça, on a besoin de le tester sur de la donnée réelle, bien sûr, et de travailler avec de la donnée très fine, parce que pour faire ces extrusions, il faut souvent, en fait, ce qu'on appelle carroyer, donc découper le territoire en petits carrés pour pouvoir faire l'extrusion. Donc pour ça, il faut avoir de la super donnée de qualité. Et donc on a travaillé avec Denis pendant plusieurs mois pour tester la validité de notre outil sur, pas mal de sujets. Et il y a un sujet qu'on voulait vous présenter. Ils sont tous en ligne sur cette page de Ciné Data Map. On va vous parler du sujet des élections, de comment on regardait les élections sous différents angles. Mais sur avec ce même outil, on a travaillé par exemple sur les ventes immobilières dans l'ouest de la France, sur la construction, etc. Donc voilà, il y a plein de sujets qu'on a vraiment testés avec de la donnée très fine, notamment prise sur Data Gouv. Du coup, je vais peut-être introduire le sujet, puis après je laisserai Denis parler plus de la dimension des données et de ce qu'on a fait exactement. Donc je vous fais juste peut-être le début de cette vidéo. Donc notre défi, enfin en tout cas la question qu'on s'est posée avec Denis, c'est regarder les élections, c'est toujours, enfin les résultats d'une élection, c'est toujours questionnant pour un journaliste parce que vous savez très bien qu'il peut y avoir un immense territoire avec très peu d'électeurs ou des tout petits territoires, notamment l'Île-de-France ou Paris, avec beaucoup d'électeurs. Et quand on fait des cartes et on va mettre souvent une intensité de couleur là où il va y avoir un type de résultat, ça n'est pas toujours le reflet en fait du nombre d'électeurs. Enfin voilà, on va avoir des tout petits territoires qui ressortent très peu parce qu'ils sont petits, qui ont une couleur très foncée, et puis des grands territoires où en fait il y a eu peu d'électeurs. Donc ça nous pose toujours beaucoup de questions de type de représentation. Et du coup avec Denis, on s'est pris au jeu de se dire tiens, est-ce qu'on pourrait raconter un paysage politique, alors en choisissant une zone précise, parce que le faire sur toute la France aurait été un peu hors de dimensionnement. On pourrait s'amuser un jour, mais ça durerait quelques mois. Mais en tout cas, est-ce qu'on pourrait raconter visuellement et en data, selon l'échelle choisie, un paysage politique? Donc voilà, on a pris ce cas de Lille et on a pris un scrutin présidentiel de 2022. Et ensuite, voilà, on va essayer de vous raconter à travers cette vidéo. Je ne vais pas faire dans son intégralité. Je vais laisser Denis raconter tout ça. Mais regardez les résultats du second tour avec les différents types de visualisation aujourd'hui qui existent et qui sont possibles, jusqu'à effectivement un type de visualisation où on a fait effectivement des cercles proportionnels et puis on est allé jusqu'à ces fameux découpages et la hauteur de chaque carré qui représente les voix obtenues par Emmanuel Macron pour essayer de, voilà. Donc en gros, une élection, un lieu et 3 types de visualisation à travers cette carte. Denis, je te laisse peut-être enchaîner et je vais revenir peut-être sur le slide. Et juste avant de parler des données en elles-mêmes, Ouais. peut-être rappeler aussi que ce récit, puisqu'en fait on aligne plusieurs visualisations, il explique qu'en réalité une sorte d'obsession et à vouloir résoudre un problème qu'on peut sans doute pas résoudre, c'est comment on représente sur une carte des réalités qui ne sont pas territoriales, mais qui sont socio-démographiques. Donc en fait, on veut représenter des comportements politiques de personnes sur des terres qui ne sont pas toutes peuplées par des gens. Et donc cette obsession à vouloir représenter sur une carte, elle conduit à tester beaucoup de choses. Aucune n'est tout à fait parfaite, et donc ce récit permet d'expliquer qu'on peut le représenter de plein de manières différentes, et on voit une réalité politique de manière complètement différente. Ici, notamment sur la représentation du vote d'extrême droite. Donc ce qu'on voit ici, c'est déjà, on travaille sur plusieurs échelles. Représentons les données à une échelle communale. Ces données électorales à l'échelle communale, elles sont disponibles depuis assez longtemps. À droite, on a une représentation sous forme de bureau de vote. Les résultats par bureau de vote sont disponibles depuis assez longtemps. Il y a une dizaine d'années, on les avait via la préfecture sous forme de fichiers Excel ou CSV. Mais on ne savait pas trop quoi en faire. Généralement, on se contentait de noter que ce bureau correspondait à peu près à tel quartier, et donc on en notait des enseignements sur l'évolution du comportement électoral dans une ville, mais on n'avait pas la localisation de ces bureaux de vote, puisque la particularité du découpage par bureau de vote, c'est qu'il est assez récent en France. L'État a imposé, je crois, à partir du milieu des années 2010, une répartition des électeurs sur une base géographique et non plus alphabétique comme c'était le cas auparavant. Mais on était toujours avec ce problème de la délimitation elle-même des bureaux de vote, qui, dans certains cas, par les préfectures, étaient donnés sous forme d'arrêtés, très conviviaux, les arrêtés, avec une liste de rues et
le périmètre va de telle rue au tel numéro, voilà. Donc c'était pas très aidant, si pour un ou 2, mais après, et puis est arrivé, des tentatives, alors j'ai plus en tête, toutes les personnes qui ont essayé de résoudre ce problème, mais en fait, on est tous arrivés à peu près à la même solution, c'est d'aller prendre la liste électorale, de géolocaliser les électeurs et puis de faire des paquets comme ça, des paquets qui en fait destinaient des bureaux de vote d'une certaine manière. Je pense à Christian Quest notamment qui a été un des premiers à travailler, ben, dans le cadre d'ailleurs d'un hackathon qui, de mémoire, avait été organisé par Datapingo, enfin en tout cas l'équipe d'Etalab. Et donc on a ces découpages géographiques, mais on a un autre problème, c'est que maintenant on arrive à un niveau beaucoup trop précis, beaucoup plus précis, et surtout avec une inégalité de taille des territoires qui rend la visualisation très problématique. Et ces grands aplats, puisque là on est sur des bureaux de vote, hein, ces grands aplats correspondent le plus souvent à des communes, parce qu'il y a des communes dans lesquelles il y a un seul bureau de vote ou deux, c'est-à-dire le bourg et la périphérie, et des bureaux de vote qui sont minuscules dans des zones très très denses. Et donc ça veut dire qu'il faut trouver autre chose pour représenter. Donc on peut déjà se dire que sur certains territoires, il y a des densités de population très, très faibles, et que c'est peut-être injuste de donner beaucoup d'importance à des territoires ruraux qui en réalité comptent assez peu de personnes et donc qui ont a priori un poids politique moins important. Donc on a essayé de coupler ça avec les densités de population estimées à partir des données de l'INSEE, des données carroyées. Donc on a des estimations plutôt fiables de population, en tout cas pour 2021, à une échelle de 200 mètres. Donc prenons ces 200 mètres par 200 mètres et répartissons les données électorales. Donc c'est un artifice, c'est très discutable sur le point de vue méthodologique, mais ça permet au moins de rendre justice aux électeurs urbains qui sont plus nombreux que les électeurs ruraux. Voilà. On a essayé de jouer ensuite avec des agrégations qui sont proposées par une librairie qui s'appelle DecGL et qui permet de réagréger à la volée des données ponctuelles, en l'occurrence les données projetées sur la grille des carreaux de 200 mètres, et de les réagréger par cube qu'on va extruder. Alors ça, c'était assez nouveau pour moi, parce que j'avais pas l'habitude de jouer avec ces extrusions. Mon obsession, elle était de faire des dessins les plus précis possibles, des comportements électoraux, mais aussi les plus justes possibles. Et le fait de faire s'élever tout ça, ça permettait de résoudre des problèmes, notamment sur la question des densités. Ça permet de voir immédiatement la différence de densité avec les zones urbaines. Et on a réparti les résultats par candidat, par voix obtenue par candidat en valeur absolue. Et ce qui permettait aussi d'évacuer certains a priori sur le poids électoral, par exemple de l'extrême droite dans certains coins, et notamment les zones rurales périphériques qui, visuellement, sur des cartes, prennent beaucoup de place, mais en réalité avec très peu d'électeurs. Donc le fait de pondérer tout ça avec des variables sur le nombre d'électeurs, ça permet d'avoir une vision plus juste, en tout cas, de la réalité politique. Voilà. Voilà un peu ce que je peux dire. Et sur les données utilisées, c'est les données et des élections qui sont au passage très très bien organisées maintenant sur data.gouv.fr. Il faut le saluer parce qu'à une époque, ça a été très très compliqué de récupérer les données. Il fallait se faire ses petites collections personnelles de CSV envoyées par les préfectures le soir des élections. Et maintenant, tout est bien rangé, bien classé, c'est formidable, jusqu'au bureau de vote, pour tous les scrutins. Et l'autre gros jeu de données, qu'en réalité je n'ai pas utilisé, parce que j'avais commencé à travailler en demandant moi-même les listes électorales auprès des préfectures, c'est ce super fichier qui a été concédé, consenti par l'INSEE. Je dis ça parce qu'en fait, l'INSEE a livré le répertoire électoral unique pour une année, 2023. En réalité, ce répertoire électoral unique, il est en mouvement constant, et donc il est déjà plus à jour, d'une certaine manière, même si ça bouge assez peu. Et donc, le fichier qui s'appelle bureau de vote et adresse des électeurs et adresse de leurs électeurs sur data.gouv, c'est un fichier d'adresse d'électeurs géolocalisé avec le numéro du bureau de vote. Et donc avec une méthode qui est d'ailleurs partagée par l'équipe de DataGouv, avec, je crois, un script qui est mis à disposition. On agrège ces adresses par paquet et ensuite on dessine concrètement, en fait, on dessine le contour des paquets et on a des bureaux de vote. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est assez facile de reconstituer les bureaux de vote. Malheureusement, avec des données qui
qui sont, un peu obsolètes, qui datent de 2023. Donc tout le problème est entre les mains de l'INSEE qui gère, désormais le répertoire électoral unique et qui a sans doute des pistes, enfin en tout cas, beaucoup ont été suggérées des pistes pour, anonymiser le répertoire électoral unique et le rendre disponible pour faire des mises à jour des découpages de bureaux de vote. Voilà. Et puis oui, juste préciser, moi ce que je préfère sur data.gouv, c'est, les onglets réutilisation, discussion, parce qu'en fait, ça nous permet de résoudre beaucoup de nos difficultés, sur des fichiers un peu complexes et le classement en thématique, ça a été une grande nouveauté quand ça a été mis en place par les équipes d'Etalab. Malheureusement, alors à une époque, c'était sur la home, on arrivait sur data.gouv, on accédait aux thématiques. Maintenant, il faut aller tout en bas presque dans le plan du site et aller dans données ouvertes thématiques pour, retrouver cette page thématique. Elle est un peu mise en avant quand on va sur données avec les données thématiques à la une, mais en fait, je pense que c'est vraiment une entrée. La vraie porte d'entrée de data.gouv, elle devrait être, ici, sur les thématiques, qui sont déjà très, très complètes, qui sont très bien faites et qui sauvent, à mon avis, pas mal de temps de travail aux utilisateurs. Voilà, ça c'était mon regret de voir, pousser tout en bas de la page cette rentrée très, très bien faite. Super. Eh ben, merci beaucoup. Du coup, on espère que vous avez plein de questions et que vous les posez, voilà, par écrit à Antonin qui va nous les remonter, tout à l'heure. Là, l'idée, c'est, voilà, de voir pas mal de choses différentes et puis d'avoir des retours d'utilisateurs, journalistes et du coup, on va passer à Anne Fartois d'AEF que je laisse se présenter et puis présenter un peu, le travail qui est en cours d'ailleurs, hein. Vous avez un truc en exclusivité, mondiale. Travail en cours, c'est ça, merci Mmh. Karen. Donc oui, moi je suis Anne Fartois, je travaille pour l'agence de presse AEF Info. AEF Info, c'est une agence de presse professionnelle, donc on est lu surtout par un public de professionnels qui nous lisent dans le cadre de leur travail et qui attendent de nous une information plutôt alors assez technique, assez réglementaire, assez précise, très sectorielle. Et moi, je travaille au sein du service Habitat et Urbanisme dans cette agence. Donc voilà, donc comme beaucoup de médias, là, on est en train de se poser la question de ce qu'on va pouvoir faire pour les municipales, comment est-ce qu'on va pouvoir anticiper l'actu, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à nos lecteurs en amont des élections, comment est-ce qu'on va pouvoir éclairer un petit peu les sujets qui les concernent particulièrement. Donc pour nous, au service Habitat et Urbanisme, ça se traduit quand même par des questions autour de l'acte de construire par les maires. C'est beaucoup ça. Et même si le logement, c'est pas toujours un thème vraiment prépondérant des élections, on a quand même des enjeux très locaux et on a des discours aussi autour des municipales qu'on voudrait éclairer. On entend par exemple souvent que, en tout cas dans notre milieu, qu'un maire bâtisseur est souvent un maire battu. Autrement dit, un maire qui aurait autorisé beaucoup de logements sur son mandat serait sanctionné par un vote contre parce que ses électeurs seraient insatisfaits de voir des nouvelles personnes arriver près de chez eux. Donc ça, c'est un angle qu'on a choisi d'explorer. Et on s'est dit, est-ce que la data peut nous aider à objectiver en fait cette question-là? Donc c'est le moment où je partage mon écran. Hop. Voilà, donc c'est la question qu'on se pose. Est-ce que véritablement, quand on est un maire bâtisseur, on est battu aux prochaines élections? Bon, on se doute que la réponse va être plus complexe que ça, mais quand même. Donc, comme je vous le dis, la question c'est voilà, de proposer des articles anglais à nos lecteurs. La question c'est surtout qu'est-ce qu'un maire bâtisseur? Donc, comment est-ce qu'avec les données qui sont disponibles, on peut qualifier un maire bâtisseur? Là-dessus, il y a quand même pas mal de travaux qui ont eu lieu ces dernières années pour objectiver un peu tout ça, et notamment les travaux par Alexandre Coulondre, qui est un enseignant-chercheur à l'université Gustave Eiffel. Donc on a décidé de s'appuyer sur ces travaux-là, sur sa méthodologie, de s'en inspirer, et finalement d'essayer de déterminer pour chaque commune ce qu'on pourrait appeler un taux de construction. Alors on s'est concentré sur les seules métropoles, parce que déjà faire l'exercice sur 36 000 communes, c'est pas simple, ou 35 000. Et puis surtout, les métropoles, ce sont des territoires pertinents d'un point de vue habitat et construction. Donc on se concentre sur les quelques 930 communes des métropoles, et on va essayer de construire
un taux de logement, un taux de construction de logements, et de voir aussi si on parle de logement collectif ou pas, parce que une autre idée qu'on entend souvent, c'est que les maires sont sanctionnés quand ils font du collectif, quand ils densifient, un peu moins quand ils autorisent les maisons individuelles. Donc, on va essayer de construire ces deux taux, et puis on va regarder qui a été élu en 2014, qui a été élu en 2020, et si possible, d'avoir une lecture aussi politique de la chose. Donc les données que j'ai utilisées, elles sont pour beaucoup en effet disponibles sur DataGouv et en effet super propres. Donc ça, c'est quand même assez chouette, d'autant pour moi qui suis relativement novice quand même dans l'analyse data. Donc ces données, en gros, c'est les listes de permis de construire qui sont délivrées par les collectivités. En gros, un permis de construire égale tant de logements, tant de logements collectifs, tant de logements individuels. Il y a énormément de variables associées à chaque permis. Les communes enrichies avec la nuance politique, ça c'est très pratique. Merci d'Atactiviste qui a construit cette base de données. Et puis, donc ça c'est une base de données pour les élections 2020. Et l'idée, c'était d'essayer de reconstituer cet exercice, mais pour les élections 2014. Et pour ça, j'ai utilisé la liste des maires et puis les résultats des élections municipales. Et pour finir, pour avoir quand même la base, pour pouvoir construire les taux de construction, il faut avoir le parc de logements pour chaque commune. Et ça, on le trouve sur le site de l'INSEE. Voilà, donc à ce stade, ça donne des choses qui ne sont pas du tout publiables en l'état, mais qui permettent de voir un petit peu comment se situent au sein de chaque métropole les communes vis-à-vis donc du taux de construction qu'on voit en abscisse et du taux de construction de logements collectifs qu'on pourrait appeler le taux de densification qu'on voit en ordonnée, avec, vous voyez les deux droites, là on est sur la moyenne à l'échelle de la métropole. Donc ça permet de situer un petit peu les communes au sein de leur métropole. Et puis, en gros, en vert, c'est le maire a été réélu, en gris, il ne l'a pas été. Et on a voilà, ce petit graphe pour tout un tas de métropoles. On voit que la distribution est très différente. Pour l'instant, on en est là dans la restitution des données. Évidemment, ce n'est pas satisfaisant parce qu'il y a plein de biais, il y a plusieurs biais. Notamment, un maire peut ne pas avoir été réélu tout simplement parce qu'il ne s'est pas représenté. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a forcément une sanction. En tout cas, déjà, ce que nous permet de dire cet exercice-là, c'est qu'on peut avoir été un maire bâtisseur et avoir été réélu. Et finalement, pour l'instant, ces données, elles vont nous permettre d'aller peut-être chercher des exemples de communes, voilà, de pouvoir creuser un petit peu des angles qui seraient pas d'articles qui ne seraient pas exclusivement data, mais on va pouvoir utiliser la donnée pour cibler des collectivités, peut-être à aller interroger sur place, etc. Voilà où j'en suis, moi, à ce stade. Sur les pistes d'enrichissement, déjà, reprendre aussi à mon compte ce que vous avez dit. En effet, les données sont quand même très, très propres. Donc, ça, c'est, je pense, une vraie chance pour pouvoir faire ce type d'analyse assez rapidement. Ce qui manque, à mon sens, en tout cas moi, pour aller un peu au bout de l'exercice, c'est un jeu de données par commune, au-delà même des métropoles, vraiment, avec une sorte d'historicité des maires et de leurs étiquettes politiques, sachant que là, on va se heurter à la question des fusions de communes. Enfin voilà, évidemment, c'est forcément plus complexe que ça n'en a l'air. Mais ce serait génial de pouvoir avoir cette historique-là, parce que ce que l'exercice en cours là ne montre pas, c'est la continuité politique. On peut aussi ne pas avoir été réélu, mais ça peut être l'adjoint qui a été élu, et en l'occurrence, il y a une continuité politique, et donc il n'y a pas forcément de sanctions vis-à-vis de la politique du logement. Voilà, donc ça permettrait un peu de pousser un peu les curseurs. Et puis, il peut y avoir aussi des enjeux de cohérence de données d'un jeu de données à l'autre, où tantôt on va regarder le logement collectif et le logement individuel, tantôt le logement, les maisons et les appartements, et finalement, ce sont des définitions qui peuvent avoir l'air d'être identiques, mais qui ne le sont pas tout à fait. Donc voilà, qui peuvent créer aussi des biais. Si je devais avoir une petite liste de courses de Noël, ce serait celle-ci. Mais surtout, merci, parce que les données sont globalement super chouettes à utiliser. Voilà en ce qui me concerne. Super. Merci beaucoup Anne, et c'est vrai que ça permet aussi de poser un sujet important dans notre métier de data journalisme, c'est que
On est aussi là, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'on enquête, il y a pas forcément restitution visuelle, ou on est souvent là aussi pour, débroussailler et permettre d'identifier. Là, en l'occurrence, Anne, c'est des territoires, à enquêter, à investiguer pour le reste de la rédaction. Donc il y a aussi un travail un petit peu, préparatoire, souvent à des types d'investigations, puisque, le travail des données permet, de voir, des choses étranges, ou en tout cas qui méritent une investigation supplémentaire. Et c'est effectivement en traitant, l'ensemble de ces masses de données qu'on fait un travail de pré-identification qui peut accélérer un travail ensuite d'une rédaction. Donc c'est super. Je crois qu'on passe à Victor Alexandre, Et qui est là, du Parisien, et absolument. qui va, voilà, se présenter et présenter un super sujet original. Ah, eh bien tant mieux. Je vais utiliser le partage d'écran, si vous le voulez bien. Hop, ici. Est-ce que on le voit? Voilà. Donc, je m'appelle Victor Alexandre, je suis data journaliste au Parisien depuis 2015 et je suis arrivé là-bas vraiment pour être une sorte de boîte à calcul pour plein de sujets. Et donc, je vous propose de tourner autour de l'apport de DataGouv dans cette idée, et notamment sur les accidents de la route. D'abord, quand je suis arrivé au Parisien, du coup, le credo du Parisien, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un journal quotidien, populaire, de qualité, dont le credo, c'est d'être à hauteur d'homme. Et donc, clairement, on ne peut pas faire beaucoup plus à hauteur d'homme que les accidents de la route. Et donc, pour nous, voilà, c'est vraiment un des premiers jeux de données sur lequel on s'est penché avec Stanislas de Livonnière, qui est le fondateur de cette cellule data au Parisien. Et donc, on a commencé à faire des premiers sujets qui ont été ce qu'était le data journalisme aussi à une époque, en tout cas quand j'ai commencé le data journalisme, il y a eu plein de bases de données que j'ai découvertes, et donc souvent ça manque un peu d'angle, c'est un peu qui quoi, voilà, sans être vraiment anglais autour d'une question spécifique. Et donc on avait commencé par un sujet qui sont les accidentés de la route, avec, à partir de la base, je me rends compte que j'ai pas assez explicité quelle base j'utilisais, mais il s'agit de la base des accidents corporels de la circulation. Voilà, et je reviendrai dans la prochaine slide sur ce qu'elle contient. Mais du coup, voilà, dans les premières années de mon passage, de ma présence à la cellule data innovation du Parisien, on a fait pas mal de sujets, et petit à petit, on les a un petit peu plus anglais. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est une base qui était vraiment réflexe. Dès qu'il y avait un sujet, un gros carambolage, on allait voir combien il y avait eu d'accidents avec autant de voitures impliquées ou autant de personnes blessées ou décédées. Voilà, et puis donc les années suivantes, on a regardé les accidents de trottinettes au moment où il y a eu la grande électrification des engins de transport personnel. Et puis on a essayé de croiser ça avec la base des radars qui était disponible sur le site de l'Observatoire interministériel sur la sécurité routière. Voilà. Bon, bref, on a fait différents sujets. Mais c'est une base qui évolue. C'est une base qui évolue, la base des accidents corporels, et elle évolue en bien au fil du temps. Voilà, depuis 2015, la documentation s'est étoffée, et notamment parce que de nouvelles variables se sont ajoutées, ce qui est super. Notamment, il y a eu des catégories spécifiques sur les engins de déplacement personnel, puis est-ce qu'ils sont motorisés ou non, voilà. Mais aussi en moins bien, et donc les jeux de données mis à jour, enfin pas mis à jour, mais rajoutés chaque année,
évoluait. Je dis ça, je ne fais aucune critique, hein, c'est juste en tant qu'utilisateur, je réponds à la question qui m'a été posée. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui évoluaient en moins bien, notamment le fait que d'une année sur l'autre, parfois les en-têtes changeaient, la façon de remplir les cases changeait, avec un département qui était parfois indiqué en un chiffre, parfois en 2 chiffres, parfois en 3 chiffres. Euh, Parfois, pareil pour les codes INSEE des communes, parfois c'était les 3 derniers chiffres du code INSEE sans celui du département, parfois c'était l'ensemble des 5 chiffres du code INSEE. Et bien du coup, les ajouts progressifs font que bah, nécessairement, et c'est très bien, les PDF de documentation évoluent. Mais du coup, les traitements qu'on faisait les années d'avant sont plus tout à fait reproductibles exactement avec les nouvelles variables. Et puis, petit à petit, il y a également enfin, là, ça n'a pas été petit à petit, il y a une catégorie dans les usagers de la base des accidents de la route qui sont le sort des usagers. Donc, il y a décédés, blessés graves, blessés hospitalisés et indemnes. La catégorie blessés hospitalisés a été retirée de la validation statistique par l'organisme qui vérifie les statistiques publiques pour une raison voilà, qu'un expert du CEREMA, qui est l'agence nationale qui s'occupe notamment des transports, en fait, cette base des accidents de la route, elle est remplie par les policiers et les gendarmes. Et pour remplir cette catégorie des blessés voilà, hospitalisés, graves ou décédés, parfois, quand il y a un accident de la route, les policiers arrivent, constatent une personne blessée, elle est emportée par les pompiers ou le SAMU, les policiers pardon, sont censés prendre des nouvelles avant 30 jours de cette personne pour remettre à jour leur petit tableur et ensuite l'envoyer. Voilà. Et donc, ça, en fait, ça n'était pas bien fait. Évidemment pas suffisamment fait, les contraintes sur le nombre de fonctionnaires et ce qu'on leur demande de réaliser permet de comprendre ça assez facilement. Mais du coup, c'est une variable qui n'est plus homologuée. Il y a une autre partie de la base qui a évolué, qui est annexe, qui est l'apparition de la base des véhicules accidentés, qui contient un code accident qu'on peut retrouver dans la base des accidents de la route, un code CNIT, qui est un code un peu unique à un type de modèle très précis, un type, c'est-à-dire véhicule lourd, léger, de roues motorisées, et l'âge du véhicule. Mais en même temps, il n'y a pas eu de base avec CNIT. Moi, je ne connais pas, je ne crois pas qu'il y ait de base CNIT ouverte qui permettrait d'exploiter ce code CNIT du véhicule. Donc ça, pour le coup, c'est une base supplémentaire, mais qui est assez difficile, en tout cas d'un point de vue data journalistique, à utiliser, parce que le fait de savoir qu'il y a eu une Peugeot 206 diesel 3 portes Pink Floyd de 1996 qui a été impliquée dans un accident et qui elle avait 3 ans, c'est bien, mais ça fait pas voilà, je ne sais pas combien il y avait eu de Peugeot 206 qui étaient déjà en circulation, donc je ne sais pas si c'est beaucoup, hein, si c'est un vrai problème sur les Peugeot 206 ou si c'est un problème tout court. Et donc, pour en venir et terminer relativement rapidement, les pistes d'amélioration, il me semblerait que il serait bon d'avoir davantage de documentation sur ce qui permet d'arriver à la base telle qu'elle est livrée, puisque sans refaire l'eau chaude, ce qui est donné est évidemment travaillé avant d'être une donnée, hein, les données telles quelles. Donc il y a eu des traitements qui ont été faits dessus et parfois l'utilisateur gagnerait à comprendre le traitement qui fait qu'on passe d'une matière brute à une donnée.
Et donc là, en l'occurrence, le fait que ce soit une base remplie par la police et la gendarmerie, bah, si les pompiers, le SAMU interviennent avant, l'accident ne figure pas dans la base. Si on n'appelle pas la police et la gendarmerie au moment de l'accident et que ce sont les riverains qui s'en occupent, c'est pas dans la base. Et si la circulation n'est pas bloquée, l'accident n'est pas non plus dans la base. Et donc ça, c'est des éléments, notamment sur ce que je disais sur le type de blessé. En fait, c'est des choses qui ont déjà été travaillées. Il y a une littérature, notamment du CEREMA, mais de pas mal d'agences. À chaque fois qu'il y a des données qui sont publiées, il faut se dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé à leur publication, et on les en remercie évidemment. Mais ça peut être pas mal d'avoir justement les espèces de documentation de ces pairs, en quelque sorte, qui ont travaillé sur le sujet et puis qui mettent en lumière ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec une base. Ce que j'appelle la littérature un peu scientifique, expliquant les limites d'une base. Moi, je serais assez preneur d'un dictionnaire des variables, hein, comme ça qu'on appelle en sciences sociales, en tout cas, quand il y a une enquête et qu'il y a des en-têtes courts, et ben, plutôt que d'avoir un PDF chaque année mis à jour, ça peut être pas mal d'avoir un CSV avec les en-têtes et le détail de ce qui est derrière l'en-tête. Pour grave, ça pourrait être mieux d'avoir grave d'un côté, et dans la deuxième colonne, gravité des blessures de l'humain impliqué. Et en ce qui concerne la base des véhicules, moi je serais assez pour soit proposer des codes véhicules moins précis qu'une base CNIT, plus agrégée, parce que pour les Peugeot 206, justement, j'ai regardé dans une base qui n'est pas complète, mais il y a 99 codes CNIT possibles pour une Peugeot 206 essence. Et donc, du coup, il faudrait avoir une base ouverte du parc annuel avec les différents codes simplifiés, ou bien réussir à agréger et maintenir une base du parc automobile selon le code CNIT et selon l'année. Ça me paraît assez complexe à faire, mais sait-on jamais. Et j'en finis là pour ma petite présentation de mes pérégrinations sur les accidents de la route. Je laisse la parole à Karen. Merci Victor. Merci beaucoup parce que c'est méga concret, c'est un peu notre quotidien de data journaliste, d'être confronté effectivement à ces questionnements permanents. Et c'est vrai que dans data journaliste, il y a journaliste, donc ça veut dire que la data, bien sûr, nous intéresse et il y a une certaine technicité dans notre travail, mais il y a ce travail de journaliste en permanence qui est d'essayer de comprendre qui a fait cette donnée, pourquoi elle a été faite cette donnée, comment elle a été faite. Et c'est vrai que ces questionnements, nous, effectivement, sur un portail tel que DataGouv, toute la documentation, la méthodologie, effectivement, tu as raison d'insister sur les liens vers les méthodos sont essentiels, parce que autrement, ça voudrait dire que d'une certaine façon, on utilise la donnée sans se poser de questions, et je pense que c'est vraiment pas ça notre travail. C'est d'abord se poser des questions, trouver la bonne donnée, la bonne visualisation, etc. Mais c'est effectivement s'interroger sur ces données et leur production, parce qu'on sait très bien quelle influence une méthodologie peut avoir sur des résultats. Et effectivement, hein, on nous dit régulièrement que ce qu'on compte, ce qu'on ne veut pas compter ne compte pas, et que finalement, si on ne veut pas voir un problème, il suffit de casser le thermomètre. Donc on sait aussi combien ce sont aussi des choix derrière politiques, sociaux, dans le fait de compter, et de compter d'une certaine façon ou pas. Et nous, journalistes, on doit en être conscients et en tout cas pouvoir en faire état. Et ça, c'est grâce à la documentation qu'il y a sur les bases qu'on peut en tout cas tirer le fil de tout ça. Et puis on finit par Marie. Marie, que je vais laisser se présenter. Et c'est très intéressant aussi parce que Marie intervient dans pas mal de formations de data journalisme, donc les futures générations qui remplaceront les dinosaures que nous sommes, et de les initier déjà à DataGouv dès ce moment-là, c'est hyper important. Donc voilà, je te laisse enchaîner, Marie. Ça marche, merci. Bonjour à tous. Moi, je vais partager mon écran tout de suite, comme ça sera fait, ce sera plus simple.
Comme Karen a dit, je suis data journaliste. J'ai passé près de 20 ans à Euronews, où j'ai beaucoup travaillé sur de la donnée à l'échelle européenne. Donc, mon portail favori, c'était plutôt Eurostat que datagouv.fr. Mais maintenant, enfin déjà à l'époque et encore plus maintenant, j'interviens effectivement en école de journalisme pour leur enseigner, les initier au data journalisme. Et un des débuts de l'enseignement, c'est de les aider à trouver la donnée, savoir où aller la chercher et comme tu disais Karine aussi, effectivement après, pouvoir interroger le producteur de cette donnée. Donc là, c'était l'exemple que j'ai pris est tiré d'une formation que je donne en M1 dans 2 écoles à des étudiants qui sont vraiment débutants en data, qui n'ont pas forcément demandé à suivre un cours en data journalisme. Et je cherchais donc 2 buts. D'abord, leur faire découvrir l'existence de cette plateforme, des plateformes de données publiques, la richesse des sources qu'il y a sur ce portail et les différents formats de fichiers qu'ils pourront à ce moment-là télécharger. Et ensuite, c'était le fichier que j'ai choisi de travailler avec eux, c'était pour les faire travailler sur un jeu de données conséquent, qui a beaucoup de lignes et beaucoup de colonnes, mais qui sont des données qui sont quand même familières, puisque c'est des données des élections présidentielles, le premier tour de l'élection 2022, et donc c'est des données qui ne sont pas surprenantes pour eux. Donc du coup, je vais porter un regard qui est double, qui va être le point de vue des étudiants tels que je les vois découvrir la plateforme en même temps que le data journalisme. Donc c'est vraiment un retour de basic user complètement néophyte. Et mon point de vue de data journaliste, mais qui est aussi un retour un peu de basic user de la plateforme à proprement parler, parce que comme je le disais, c'est pas celle que j'utilise le plus couramment. Donc, j'ai choisi de les faire travailler sur le premier tour des élections. Donc, moi, pour préparer le cours, j'ai juste été sur le moteur de recherche et il est ressorti tout de suite. Dans le cadre du cours, je leur demande, sans leur donner de préalable, de le chercher par eux-mêmes. Mais du coup, ils atterrissent assez vite sur DataGouv, où on finit par aller ensemble par la suite. Donc du coup, l'utilisation aussi, c'est donc une fois qu'on est tous sur la plateforme, d'explorer un peu la plateforme, de constater que c'est plutôt un portail qu'un producteur direct comme l'INSEE, qui a différentes sources et producteurs de données qui sont sur cette plateforme. Je leur montre aussi où sont les informations sur la page, à quel endroit ils peuvent trouver différents éléments, et les différents formats de fichiers et les informations qui sont autour du fichier qu'ils peuvent vouloir utiliser. C'est aussi à ce moment-là que je commence à leur enseigner aussi des bonnes pratiques en termes de gestion de fichiers, parce que quand on est data journaliste, on peut vite télécharger plein de fichiers, et après c'est le bazar, parce qu'en plus c'est souvent des fichiers avec des noms très, très cryptiques, donc je leur apprends à se faire vraiment des dossiers par sujet, et à renommer les fichiers qu'ils téléchargent pour pouvoir s'y retrouver un peu plus facilement après. Et ensuite, on ouvre le fichier ensemble, on le charge, j'apprends à le charger dans un tableur classique. Et après, une fois qu'on a téléchargé ces résultats du premier tour, on commence par faire une exploration du fichier. Donc, c'est un fichier qu'on utilise vraiment de manière ponctuelle. On l'utilise que pour faire de l'exploration de la plateforme, des formats de fichiers, et après des fonctions juste de nettoyage, filtrage, ou de simples calculs comme des moyennes, des choses comme ça, donc des choses très très simples. Et on ne le réutilise pas plus tard dans le cours. On l'utilise dans un tableur uniquement, et on ne fait ni visualisation ni article à la suite. Mais du coup, quand même, une fois qu'on a chargé le fichier, je leur laisse un temps et on regarde ensemble comment il est structuré. Donc ce fichier, si vous ne l'avez jamais téléchargé, c'est un fichier qui est structuré, qui a 103 colonnes pour quasiment le nombre de communes, parce que j'ai oublié de préciser, je les ai travaillés sur le fichier des résultats par commune. Donc, il y a 35 000 et quelques lignes. Et donc, on regarde quelle colonne il y a, pourquoi c'est séparé, le nom, le prénom, les différents résultats qui sont présentés. On constate qu'il y a le code commune et pas le code postal. On commence à introduire un peu ces notions-là.
Et on fait un peu un rapport d'étonnement. Je les laisse un peu naviguer dans les données, regarder les résultats. Et après, je leur pose 4 questions auxquelles ils doivent répondre en utilisant uniquement une vue filtrée. Donc après, il n'y a pas de rendu, voilà, c'est vraiment juste pour découvrir la plateforme. Donc du coup, par contre, ils sont assez nombreux à utiliser DataGouv pour aller chercher des données pour leur rendu final sur l'exercice qu'ils doivent faire à la fin du cours. Donc les retours que je voulais faire sur la plateforme, donc les points positifs du point de vue des étudiants, c'est vraiment que les données sont assez faciles à trouver et qu'on peut très vite les charger dans un tableur et commencer à explorer. Donc c'est assez facile d'utilisation. Les données peuvent être très complètes. Donc dans le cas des élections présidentielle, on a tout l'historique, on peut retrouver toutes les autres années. Et puis, une fois qu'on a téléchargé les résultats d'une année, vraiment, les données sont toutes là, quoi. Il y a différents niveaux administratifs dans le cadre des élections, par exemple, qui sont disponibles. On peut faire les communes comme je leur fais travailler, mais on peut aussi descendre au niveau du bureau de vote ou rester au niveau des départements, des régions. Voilà. Ensuite, je leur montre que, et pour eux c'est bien aussi, il y a différents formats qui sont disponibles. Le fichier texte, CSV, le fichier Excel, ils peuvent prendre celui qui leur convient. Je leur montre aussi les réutilisations, les discussions et les ressources communautaires dont tu avais parlé, Denis, parce que pour les étudiants, quand il y en a, c'est vraiment une ressource, ça leur ouvre des perspectives. Ils sont capables de se dire après, ah ouais, on peut faire ça. Ça leur donne tout de suite, sur une donnée qu'ils trouvent, des choses qu'ils peuvent exploiter. Et ensuite, ils trouvaient ça bien parce que sur d'autres sujets, je leur fais travailler sur des données géographiques et c'est sur DataGouv qu'on va chercher les découpages et les shapefiles pour pouvoir faire les dessins parce que je les fais travailler sur des outils de visualisation no-code où il n'y a pas forcément tous les découpages administratifs français. Et donc, ils peuvent trouver ces découpages directement aussi sur la plateforme. Moi, de mon point de vue de data journaliste, assez peu utilisatrice de la plateforme, c'est un peu les mêmes retours positifs. J'aime bien aussi l'outil Explorer les données qui permet un peu de visualiser, qui est assez récent. Donc ça, c'était vraiment une super avancée. Et voilà, on peut trouver les données complémentaires sans avoir à sortir de la plateforme. Et ça, c'est un gain de temps. Par contre, du coup, en pensant à cette présentation, je me suis dit, mais finalement, pourquoi je vais aussi peu sur DataGouv? Et donc, du coup, je fais remonter un peu les points pouvant être améliorés parce qu'il y a des données que je pourrais aller chercher sur DataGouv et ça ne va pas forcément être toujours mon premier choix pour les raisons que je vais donner maintenant. Et le premier, c'est que c'est un portail sur lequel on trouve des fichiers qui sont structurés, qui sont déjà tout prêts la plupart du temps. Alors, je ne les ai pas tous téléchargés, donc c'est peut-être pas le cas de tous, mais quand même, globalement, tous ceux que j'ai téléchargés, c'était le cas. Et donc, si on ne passe pas par une API, qui n'est pas forcément le plus rapide ou le plus évident pour des utilisateurs moins avancés, le fichier, on le récupère comme il est. Et on ne peut pas forcément le retravailler comme on veut derrière pour faire des agrégations ou le pivoter dans le sens qu'on veut en faire. Et il peut y avoir des données dont on n'a pas besoin dans le lot. Les noms des fichiers, dans la liste des fichiers, quand on les télécharge, il peut y avoir le nom, mais quand ils sont listés, c'est des noms internes et qui ne sont pas explicites. Et donc, c'est vrai que si c'était un peu plus en langage naturel, un peu plus descriptif, ça serait un peu plus facile. Et ensuite, les métadonnées sont forcément immédiatement disponibles. Il faut un peu aller les chercher, je trouve. Elles ne sont pas juste à côté pour pouvoir les trouver, le fameux dictionnaire dont parlait Victor juste avant. Donc là, au niveau du fichier aussi, je vous montre donc, ce fameux fichier avec les 103 colonnes. Donc c'est un fichier qui est assez impressionnant pour les étudiants. Et donc, vu qu'on n'a pas pu affiner un peu les données avant de les télécharger, voilà, on récupère un très, très gros fichier. Même quand on le télécharge en format texte, il est déjà pivoté, structuré.
Du coup, si on veut faire des nouvelles agrégations, c'est un peu compliqué. Et si on télécharge, par exemple, au niveau des communes, on n'a pas les régions, donc on peut même pas faire cette agrégation-là. Et en l'occurrence, sur l'exemple des élections présidentielles, quand on va dans les ressources communautaires, on voit que les fichiers qui sont proposés en ressources complémentaires, c'est des formats longs qui ont été nettoyés et passés au format long et qui permettent du coup de mieux travailler directement derrière. Et pour illustrer un peu les attendus que j'aurais pu avoir, je voulais vous montrer un peu Eurostat, parce que je ne sais pas si vous êtes très familier d'Eurostat. Alors, je ne sais pas si je crois que pour passer sur Eurostat, il va falloir que je change la présentation de l'écran. Alors, attendez, je présente un autre onglet. Et je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais c'est juste pour vous montrer. Ouais, comme ça qu'il faut qu'on laisse un petit peu de temps pour les questions. Ouais, c'est juste 2 secondes pour vous montrer que, en fait, quand on va sur Eurostat, j'ai pris exprès un jeu de données avec beaucoup de variables. En fait, on peut sélectionner les variables qu'on veut avant même de télécharger le fichier. Donc là, c'est le taux d'emploi par nombre d'enfants. Donc, je vais choisir les hommes, les femmes. Oui, je veux les deux. Par contre, je veux que les personnes qui travaillent, tous les âges. Je veux les enfants avec toutes les tranches d'âge. Je sélectionne exactement ce que je veux. Je clique trop vite. Et une fois que j'ai paramétré les données qui m'intéressent, je peux télécharger le fichier. Alors, en plus, là, il y a à nouveau plein de formats à télécharger. Mais on peut vraiment paramétrer les données avant même de les télécharger, ce qui permet de ne pas avoir à télécharger les données dont on n'a pas besoin. Et donc, du coup, c'est un gain de temps derrière de nettoyage qu'on n'a pas besoin de faire, quoi. Donc, je repasse juste sur ma présentation pour conclure. Voilà. Donc là, je montrais un autre exemple du site de statistiques suédois sur lequel j'ai eu à travailler récemment, qui fait la même chose, on peut paramétrer les données. Et donc vraiment en conclusion, la chose que je retiens, c'est que pour les étudiants, c'est vraiment un portail qui est très riche et très accessible. Donc du coup, pour des utilisateurs débutants, c'est très bien. Mais qui, pour les utilisateurs plus avancés, gagnerait à être une vraie plateforme de données où on peut paramétrer les données sans avoir forcément à utiliser une API pour pouvoir gagner du temps derrière en temps de travail. Voilà. Merci. Merci Marie. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Oui. Oui, super. Ouais, merci beaucoup. Je vais essayer de faire vite parce que pour avoir du temps pour les questions, et on a eu pas mal de questions. Mais au nom de DataGouv, merci beaucoup pour tous les retours, les encouragements et les points d'amélioration, qui est autant pour les retours et encouragements que les points d'amélioration. Ça nous concerne nous, mais aussi bien sûr les producteurs de données. Je ne sais pas si aujourd'hui on avait des gens de l'INSEE, du ministère de l'Intérieur notamment, mais s'ils l'ont entendu, c'est intéressant. Je trouvais ça très intéressant aussi le sujet sur le fait qu'il y a beaucoup de travaux préliminaires aux enquêtes, particulièrement parce que pour nous c'est très difficile à identifier ces cas d'usage-là. Et pourtant ils sont hyper précieux et les producteurs de données ils sont très demandeurs de savoir à quoi servent leurs données. Et ça c'est des données des usages qui sont beaucoup plus durs à identifier que une cartographie qui est en fait le sommet de l'iceberg de l'usage qui est fait des données en data journalist. Mais je vais passer aux questions pour aller vite. Alors ça c'était pendant la première présentation, donc celle de Karen et Denis. Je n'ai pas bien compris pour les extrusions en 3D qui met en avant le nombre d'électeurs qui ont voté X par zone. Vous les avez faites à partir des données du bureau de vote et adresse sur DataGouv. Oui, oui, tout à fait. C'est bien une réagrégation des données par bureau de vote par des carreaux d'1 kilomètre de mémoire, hein, le carroyage qui est proposé dans l'outil DXGL. C'est des données par bureau de vote. Top, merci. Alors ça c'est pas une question mais c'est une remarque que
je fais passer. Je suis familier avec AEF Info. Je tiens à vous remercier pour la qualité de vos contenus. Félicitations à toute l'équipe pour ce travail remarquable. Et Eh ben, merci. il y avait une question pour toi, Anne. Quels sont les formats de données que vous utilisez? Comment vous les... ouais, enfin, c'est plus général, mais c'était posé pendant ta présentation. Comment vous les procurez-vous? Est-ce que c'est par téléchargement ou par API? Et finalement, de quel accompagnement avez-vous besoin pour découvrir et utiliser les données, métadonnées, indicateurs, etc. Alors, moi, j'utilise les deux, à la fois du téléchargement et de l'API. Pour Citadel, c'est plutôt de l'API. Voilà. Et après, c'est de Citadel, l'analyse en c'est Python. les permis de construire. C'est les permis de construire. Ouais. Et après, je travaille les données avec un script Python. Mais donc voilà, c'est un peu un mix des deux. Peut-être qu'on peut faire passer la parole sur les outils utilisés, parce qu'il y a eu pas mal de questions qui revenaient là-dessus, sur quels sont les outils utilisés pour faire de la visualisation. J'ai vu que Victor t'a répondu R dans le chat. Je ne sais pas si vous voulez partager chacune. Bah, nous, chez AEF, on est très. Il y a voilà, une team Python, il y a une team R, il y a des petites battles, il y a des teams Flourish, Data Wrapper. Mais en vrai, on utilise un peu tout. Enfin, les data journalistes ont leur langage de prédilection, mais sur les outils de visualisation, on trouve quand même de l'intérêt à la fois dans Data Wrapper, qui est en effet très journalistique. C'est vraiment un template, un angle. Donc ça, c'est à nos collègues qui sont moins familiers des infographies, on leur dit utilisez plutôt Data Wrapper. Mais on utilise aussi pas mal Flourish qui nous permet de pousser un peu plus les curseurs, de personnaliser un peu plus certaines infographies et de créer nos propres templates, là, ce qu'on commence à faire. Donc ça, c'est franchement pas mal. Pour le reste, c'est les deux essentiels. On a utilisé un peu Tableau, puis on en est revenu. Voilà. Je sais pas si vous voulez rebondir. Ouais, pour ma part, c'est Python pour le traitement des données, pour la visualisation. Comme je traite essentiellement des données géographiques, ça va être des librairies comme MapLibre maintenant. J'ai beaucoup utilisé Mapbox auparavant, Mapbox GL, MapLibre maintenant, et puis des outils comme QGIS pour la cartographie. Voilà. Et voilà, et beaucoup aussi, j'ai beaucoup utilisé Flourish à un moment parce que c'est très très bien fait. Data Wrapper, moi, j'ai plus, voilà, j'ai une préférence pour Flourish, je trouve ça beaucoup plus complet. Possibilité d'exporter en SVG aussi, ça sauve beaucoup de confrères et de concerts pour les projets print. Voilà. Top, merci. Et là aussi, une question qui était posée durant, je crois, la présentation d'Anne, mais je pense qu'il est plus, enfin, qui peut être posée à tout le monde, c'est quelles sont vos expériences en exposition de données aspirées depuis des sites ou autres réceptacles de données? Donc, est-ce que vous avez recours à du scrapping ou pas? Je veux bien commencer là-dessus. Et ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. L'idée, ça dépend grosso modo quel est le. J'aimerais avoir une réponse de juriste à apporter, mais est-ce que la base de données qui a été créée, elle a été avec une ambition capitalistique autour de la base de données et avec une création de valeur ajoutée très forte, auquel cas, moi, je préfère demander l'autorisation avant de faire ça. Quand il s'agit de compter, de savoir de quel pied Ousmane Dembélé a marqué ses buts, je ne considère pas que ce soit un crime contre Opta ou Statist, Stats, Bomb, n'importe quoi, tous les sites de stats de foot. Voilà, comme on peut les trouver sur à peu près tous les sites, ça peut nous arriver de récupérer des données là-dessus, sur des plateformes privées. Dans l'idée, on le fait dans l'idée où c'est sur cette plateforme-là qu'elles sont le plus facilement récupérables pour nous, mais que ça n'aurait été que faire des copier-coller. Voilà, à partir du moment où la donnée est affichable et où on peut regarder 50 fois 50 pages et récupérer en copier-coller les différents éléments,
c'est pas un crime de récupérer ces données-là. Quand il s'agit de prendre l'intégralité du site de Carrefour et de mettre l'ensemble des prix tous les jours, c'est peut-être un autre système qui confine au secret industriel ou voire enfin, voilà, à la veille. C'est une chose où, pour le coup, je m'entourerais d'un juriste avant de faire ça. Mais voilà, donc oui, ça nous arrive de récupérer des données sur des sites. On fait attention à ce que ce soit pas le cœur de métier du site qu'on récupère, de diffuser ces données, et si on les a scrappées, on les rediffuse pas librement. Oui, le but du scrapping reste quand même d'avoir un travail journalistique derrière. C'est pas aspirer de la donnée pour la remettre à disposition, puisque autrement, du coup, il n'y aurait pas de travail d'auteur dessus. Et effectivement, nous, ça nous est aussi arrivé. Ça peut être pour des sujets de type vérifier. Une info qu'on nous dit tout le temps, c'est que les Français revendent leurs cadeaux de Noël. Mais qui a dit ça? Donc en fait, c'est un opérateur qui lui-même vend des choses sur des plateformes. Et du coup, on s'est dit, mais c'est fou parce que tous les ans, il sort ce communiqué et nous répercutons le fait que les Français revendent leurs cadeaux de Noël, mais sur la base d'une entité qui a tout intérêt à ce que les gens aillent sur sa plateforme. Donc, il y avait un truc qui nous gênait un peu en termes d'émetteurs de l'information. Et donc, du coup, on a fait en tout cas l'exercice. Après, il faudrait le refaire sur plein de produits et à plein de moments. Mais voilà, il y a une année, je sais qu'on avait pris différentes typologies de cadeaux de Noël potentiels. Ça allait de différents jouets à des jeux vidéo. Et on a scrappé le bon coin pendant un mois avant Noël et pendant un mois après Noël. L'idée étant de voir s'il y a une augmentation de la vente de ce type de choses qui aurait pu... Voilà. Mais c'est pour valider une sorte voilà, d'idée, en tout cas prononcée par un opérateur, et faire un travail journalistique justement, et pas être effectivement dans... le scrapping peut avoir une connotation de vol qui tout de suite, voilà. Il y a parfois, en fait, on a besoin d'aller vers certains opérateurs parce qu'ils ont de la donnée massive qui nous permet peut-être de quantifier, d'objectiver des choses factuelles qu'on nous dit. Donc oui, ça arrive, mais il faut vraiment un travail d'auteur au sens journalistique derrière important. Et ça permet de faire la transition avec une autre question qui a été posée pendant la présentation de Victor. Donc elle s'adressait plus sur les données des acteurs privés en ce qui concerne les mobilités, donc Blablacar, Waze, etc. Mais je pense qu'on peut l'étendre d'une manière générale à est-ce que vous utilisez de la donnée diffusée par des acteurs privés en open data ou potentiellement à l'achat? Est-ce que c'est une source de données aussi dans votre travail? Alors, aux Parisiens, jamais à l'achat. Souvent, c'est plutôt par positionnement, c'est que les opérateurs qui ont des données à diffuser sont plutôt preneurs d'avoir un article dans Le Parisien qui cite leurs sources, plutôt que de faire payer 500 euros aux Parisiens. Ils savent que si on cite leur marque à l'intérieur dans un article du Parisien, et que ça nous sert pour un traitement journalistique, en termes d'image, ça va leur revenir d'une façon qui est vraisemblablement, quantifiablement supérieure à une licence voilà, qui nous aurait fait payer. On a travaillé, cela dit, avec des données d'acteurs privés à une époque, enfin à l'époque du Covid, 2021, ouais, je pense que ça devait être quelque chose comme août 2021. Il y a un opérateur de téléphonie qui a une espèce de data lab qui nous a proposé de nous faire parvenir une espèce de avant-après sur les endroits où étaient partis les Français pendant les différents confinements. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous est intéressant parce qu'on est, encore une fois, dans des problématiques très quotidiennes sur est-ce que c'est vrai que les riches sont plus partis que les pauvres pendant le confinement, hein, je
dans notre métier, on n'hésite pas à manier la truelle pour apporter de la nuance dans la réponse. Hein. On est des sculpteurs tout en finesse, mais qui commençons d'abord par un bon gros cliché à la truelle pour savoir pour vendre le sujet. Et donc, on avait pu voir en effet dans quel département s'étaient rendus les gens des Hauts-de-Seine, si les gens qui habitent sur les littoraux étaient moins partis que les autres, etc. Ce genre de choses. Donc ça, on avait travaillé avec eux. Je crois qu'ils ont fermé. En tout cas, je n'ai pas entendu parler d'eux depuis cet opérateur-là. Et là, on l'avait fait. Je mets aussi la condition, c'est que en France, le marché de la téléphonie est à peu près équilibré en termes d'opérateurs. Et donc, avoir l'un des 3 ou 4, à l'exception de l'un peut-être, mais là c'était un des 3 gros, avoir un des 3 gros, ça permettait d'avoir via la loi des grands nombres, on avait à peu près quelque chose de représentatif de la population française. Voilà. Donc on s'est dit qu'on pouvait le faire en prenant les pincettes et en disant d'où venaient les données. Et voilà, mais on n'avait pas vu a priori de blocage à utiliser des données comme ça, puisque on avait demandé si quelqu'un avait la possibilité de nous les fournir et eux avaient travaillé là-dessus. J'ai un autre exemple à citer qui rejoint un peu un point qu'avait soulevé Karen sur s'interroger sur le producteur de données. Parce qu'à Euronews, on avait un marronnier qui a été longtemps publié par le desk, sans que ça passe par moi, qui était quel est le passeport le plus puissant. Donc, c'était les passeports qui ouvraient le plus de pays sans visa. Et un jour, on m'a demandé de traiter ce sujet. D'un coup, on s'est dit, c'est de la data, on va la donner à Marie. Et en fait, du coup, moi, la première question que j'ai posée, c'est mais d'où viennent ces données? Qui produit ces données? Et il se trouvait que c'était des données qui étaient fournies par un vendeur de passeports dorés. Donc, des gens à qui on peut acheter une nationalité, se faire un passeport. Et c'était à peu près au même moment où il y avait ces problématiques de passeports dorés vendus aux personnalités russes à Chypre. Voilà. Et donc, après, ça a engagé un dialogue éditorial au sein de la rédaction. Je n'ai pas gagné parce que j'ai refusé de faire de données. La direction de la rédaction a choisi de faire le sujet quand même. Mais voilà, ça pose l'interrogation de qui fournit la donnée et quel est l'intérêt qu'il a à fournir gratuitement la donnée à une rédaction pour qu'un sujet soit... Il y a Anne qui a levé la main aussi pour réagir. Oui, juste, c'est un petit peu comme vous, hein, chez AEF non plus, on n'achète pas de données, mais je suis d'accord avec toi, Marie. La donnée, c'est comme toute information en fait qui nous est transmise par des acteurs. Faut aussi se poser la question de l'intérêt qu'ils ont à nous donner cette info. Et donc nous, ça nous arrive aussi d'avoir des données de nature privée dans le cadre d'articles qu'on publie. Mais voilà, on les replace toujours dans leur contexte aussi. Et c'est aussi un enjeu de transparence vis-à-vis des lecteurs, quoi. Voilà. Merci. Je fais une dernière question parce qu'on a déjà dépassé le temps et je ne veux pas abuser de votre gentillesse. C'est plus une remarque, mais quelqu'un qui a noté que les données évoquées sont de grandes bases nationales avec un seul producteur. Cela se corse sur les données des collectivités, même pour les données soi-disant standardisées. Et quelqu'un a rebondi en parlant des données des marchés publics. C'est vrai que forcément ça complexifie l'exercice. Et la dernière question que je voulais vous partager, je crois que c'est quelqu'un qui cherche à se former en data journalisme, si je ne me trompe pas dans les noms. Quelle est la part de hors écran sur votre temps de travail sur le sujet des accidents de la route, par exemple? Ce serait la rencontre des représentants de la préfecture ou de la sécurité routière. Je ne sais pas si vous voulez... comme je sais que c'est un des sujets, une des raisons d'être de Data Journaux aussi. Oui, alors je prends la parole sur le sujet des accidents de la route, mais évidemment, je vous invite à participer aussi
sur vos sujets, vos différents sujets. Au Parisien, on a organisé la cellule data et innovation comme cheville ouvrière de la rédaction, en partant du principe que les reporters et ce qu'on appelle les rubricards connaissaient à fond leur dossier. Et qu'en revanche, moi, je connaissais à fond mes calculs. Et que il n'y a pas besoin des compétences de l'expert sujet pour faire un bon calcul, à condition qu'on sache ce qu'est la base de données, typiquement, et qu'on ait fait le travail de discussion avec l'expert sujet sur est-ce qu'on peut traiter les blessés hospitalisés ou est-ce que c'est une variable qui est abandonnée. Il y a 12 fois la même ligne qui apparaît sur un accident. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est 12 accidents au même endroit? Est-ce que voilà, bon, c'est des choses qu'il faut comprendre de la base de données, de la réalité, puis de la base de données, puis du calcul. C'est une espèce d'écosystème qu'il faut réussir à intégrer. Mais du coup, moi, je peux passer 5 sujets sur la même journée en ayant fait des allers-retours avec les spécialistes des rubriques, en quelque sorte. Donc, moi, je vais passer du temps à essayer de récupérer le bon contact de l'expert de la direction ministérielle des statistiques qui va pouvoir me dire pourquoi est-ce que telle donnée est foutue de cette façon-là. Mais le contact avec la maire de Paris ou le préfet, voilà, moi, je vais mettre un temps de chien à passer les différentes étapes de communicant, alors que les spécialistes politiques, les spécialistes des locales ou les spécialistes des sujets ont les bons contacts et peuvent passer du temps pour lequel ils ont une vraie plus-value pour passer ces coups de fil, faire confirmer ou infirmer les résultats auxquels on parvient à partir des données. Et donc c'est cette organisation qui est propre aux Parisiens, mais qui fait que moi je passe beaucoup de temps écran, mais pas que du temps de calcul, c'est aussi en effet du temps de littérature, de revue de littérature. Et les experts sujets font les reportages, les vérifications. Là, aujourd'hui, il y a un sujet dans le Parisien sur les gens pour lesquels les voies de chemin de fer gâchent leur vie. Moi, j'ai juste pris les tronçons de voies ferrées, j'ai fait une petite bande de 100 mètres autour, et avec les données carroyées de l'INSEE, j'ai regardé quel était le nombre de personnes qui vivaient dans ces carreaux, voilà, avec une certaine proportion. Donc, s'il y a 20% du carré qui est pris, je mets 20% de la population. Là, on est un peu à la truelle aussi, mais c'est pour amener une estimation et faire réagir les acteurs locaux avec un chiffre qui n'est pas disponible, le nombre de personnes qui vivent à 100 mètres des voies ferrées. On arrive avec une estimation, on peut donner elle peut être discutée, mais au moins nous, le journaliste arrive à la préfecture avec une estimation à proposer et ça permet de faire réagir en disant voilà, c'est quand même un enjeu de santé publique. Et voici les territoires où c'est le plus présent, voilà la carte, et ensuite ils peuvent avoir les interlocuteurs chez Bruit Paris, à la préfecture, et faire le reportage près des voies de chemin de fer, ce que moi j'aurais mis 3 semaines à faire tout seul. Là, en se répartissant la tâche, on a un beau sujet et un calcul, ce qui moi me satisfait. Je sais qu'il a été bien fait et je suis content d'être co-signataire de ce sujet. Merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure parce qu'on a bien dépassé le temps. Merci à toutes et tous pour votre présence, votre attention, vos questions et bien sûr merci à nos intervenants. Moi j'ai trouvé ça passionnant et je ne sais pas si Karen tu veux dire un mot de conclusion. Je te laisse la parole.
Bah, je pense qu'au nom de tout le monde, de remercier, effectivement DataGouv, le travail, qui est fait de longue haleine et on sait qu'il est pas facile parce qu'on est tous dans le même bateau, on va dire et voilà et qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Ça, c'est le petit prisme journalistique, mais voilà. Remercier en général, voilà, tous les gens qui contribuent à la donnée puisqu'elle nous aide à rendre visible l'invisible, comme on dit. Tout à fait. Et bien, sur ces belles paroles, je propose de conclure. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Au revoir tout le Au monde. revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir.